On va avoir Dominique qui va nous faire une présentation. Donc, Dominique est responsable de l'UNIF, Université informatique d'Île-de-France, Université numérique d'Île-de-France, exact. Et donc, je vais tout de suite passer la parole à Dominique. Gilles, il serait bien que tu viennes à Paris ou qu'on vienne te voir à Lyon, Ouais, comme tu très volontiers, préfères. hein, vraiment, j'ai qu'une envie, c'est prendre le TGV. Eh ben, écoute, dès que tu as 5 minutes, enfin un peu plus de 5 minutes, tu viens nous voir à Paris. Très volontiers. En plus, je crois que j'ai quelques dates qui se précisent, courant Voilà. mai. Je vous Moi, je tiens te au courant. conseille de venir dans une semaine, quand les choses, enfin, dans 10 jours, quand les choses vont se rouvrir. Yes. OK? Clairement. Voilà, dans 12 jours, alors, exactement 12 jours. Bon, Dominique, je te laisse la main. Ton écran est partagé, c'est super. Je te laisse te présenter plus en détail Très et bien. je te passe la Oui. parole. Merci. Bon, donc, bonjour à tous. Donc, je suis Dominique Basque. Je suis directeur de l'Université numérique Île-de-France. Je suis aussi DSI de l'Université Sorbonne Paris-Nord. Voilà, et j'ai comme autre qualité, Gilles l'a mis dans l'invitation, que je suis secrétaire général d'une association DSI, principalement du privé, qui s'appelle l'Association nationale des DSI. Voilà, donc dans un premier temps, je vais vous présenter ce que c'est que l'UNIF, parce que c'est pas forcément une structure qui est connue par tout le monde, même dans le milieu de l'ESR d'Île-de-France. Et puis après, je vous dirai pourquoi l'UNIF est très engagé auprès du projet de Covid-19, Muséum Covid-19. Donc, l'Université numérique d'Île-de-France, c'est une structure de mutualisation du numérique dans l'enseignement supérieur au niveau du territoire d'Île-de-France. Elle est née en 2005 suite à un appel à manifestation d'intérêt du ministère qui souhaitait, qui avait déjà compris qu'il fallait organiser l'évolution du numérique et que l'aspect territoire était un axe intéressant pour ça. Donc, les statuts. Alors, pour ceux qui suivent un peu l'actualité de l'enseignement supérieur, en 2017, il y a eu une loi qui s'appelle la loi Fioraso qui a été la loi de création des communautés d'universités, enfin en tout cas des regroupements d'universités comme on la connaît plus ou moins encore en ce moment. Et donc, dans cette loi, il y a eu une modification. En particulier, donc, cet aménagement numérique du territoire a été confié aux communautés d'universités, aux regroupements. Alors en Ile-de-France, c'était quand même assez compliqué puisque, comme vous le savez, il y a 9 communautés d'universités et une seule région. Et donc, il y a eu pendant un certain temps une discussion et finalement, c'est l'Université numérique Île-de-France qui a été conservée comme structure au nom des 9 communautés d'universités pour discuter enfin, pour continuer à faire l'aménagement numérique du territoire sur l'Île-de-France. Donc, ça a pris la forme d'un service interuniversitaire qui est aujourd'hui porté par l'Université Sorbonne Paris-Nord. Donc, bien sûr, c'est soutenu par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, mais également par la région, très fortement par la région Île-de-France et par la mairie de Paris, alors, le ministère finance de moins en moins, pratiquement plus, mais la région et la mairie finance encore cette structure. Donc, elle regroupe 20 établissements de l'enseignement supérieur, euh, la totalité des universités, un certain nombre des écoles qui sont rattachées à l'enseignement supérieur, les trois CRUS d'Île-de-France, les 3 rectorats, etc. Donc, ça représente à peu près 500 000 étudiants et 50 000 personnels. Aujourd'hui, donc, le ministère s'est fortement désengagé en termes de financement et donc c'est principalement financé par les membres, donc par les 20 établissements et les regroupements d'établissements. Alors, ça c'était un peu la structure administrative. Donc, qu'est-ce que fait cette Université numérique Île-de-France? Eh bien, elle travaille autour de 3 axes. Voilà. Donc, un premier axe autour des pratiques numériques et alors formation et veille. Donc, il y a une des activités, alors j'ai mis des activités assez récentes, mais une des activités importantes, donc c'est l'organisation de formation sur l'usage du numérique et enfin, alors le numérique dans l'enseignement ou le numérique pour la recherche.
Voilà. Et donc, on avait cette intention depuis longtemps, mais récemment, du fait des événements liés au Covid, on a passé ces formations complètement en distanciel, avec une très, très grande, un très grand succès des formations distancielles sur ces sujets-là. Donc, on a mis en place un cycle de formation enseigné avec le numérique, avec plus de 800 inscriptions. Voilà. Et puis, on a mis, pour pouvoir passer à l'échelle et former de plus en plus de gens aux outils numériques, on a mis en place une formation de formateurs aux outils numériques, enfin, pour que les gens puissent eux-mêmes reproduire ces cycles de formation sur enseigner avec le numérique. Dans cet axe, une autre action qu'on mène, c'est qu'on a une veille internationale justement sur l'évolution du numérique, en particulier, alors je ne sais pas si tout le monde le connaît, mais il y a un salon international américain qui se passe sur le continent américain qui s'appelle Educause, qui est un regroupement des entités de l'enseignement supérieur et de la recherche et un partage autour des évolutions et des pratiques autour du numérique. Donc, l'UNIF, avec le ministère, anime la délégation française dans cet événement et produit un rapport annuel sur cet événement. Voilà. Il y en a d'autres au niveau européen, mais j'ai mis celui-là en particulier. Un deuxième axe autour des services numériques. Alors, je ne les ai pas tous mis, mais j'ai mis peut-être les plus marquants de ces dernières années. Donc, un axe sur un projet d'investissement d'avenir qui a été remporté par l'UNIF pour l'ensemble des établissements, qui s'appelle Orientation régionale pour l'accompagnement du continuum lycée étudiant, voilà, qui a été financé à 12 millions d'euros, donc avec un grand nombre d'outils numériques pour aider les lycéens à imaginer leur parcours dans l'enseignement supérieur. Donc, un autre produit donc, qui s'appelle Réponsu, qui permet d'avoir une visibilité au niveau de l'Île-de-France, toujours pareil pour les étudiants, pour les lycéens et les parents, de l'offre de formation globale de tous les établissements d'Île-de-France. Voilà, le déploiement aussi, alors aujourd'hui 3 établissements, mais ce qui a vocation à être dans tous les établissements, d'une plateforme qui s'appelle Online Welcome Desk, qui permet d'avoir pour tous les étudiants et les chercheurs étrangers qui souhaitent venir en France, d'avoir une roadmap de leur démarche administrative avant, en arrivant et pendant leur séjour. Donc, de les aider un peu dans leur démarche. Un portail qui s'appelle Réseau Pro, dont la modernisation vient d'être financée par la direction numérique de l'État, qui permet à tous les étudiants d'Île-de-France de trouver des stages et de trouver des emplois à l'issue de leur formation. Une plateforme mobile qui s'appelle Unif Mobile, qui permet d'avoir, comme toutes les applications mobiles, de donner un tas d'informations aux étudiants et au personnel sur où trouver toutes les informations qui sont mises à disposition des établissements. Donc, le troisième axe des activités de l'UNIF, elles sont autour des équipements. Alors, je commencerai par celui peut-être qui intéresse le plus dans le projet Covid-19, c'est la mise en place d'un data center mutualisé. Dans le cadre de la politique de l'État, qui est une politique de l'État d'avoir des data centers propres et propres en propre, c'est-à-dire sans passer par sans aller vers des data centers qui seraient complètement gérés d'une manière privée. Donc, la direction des numériques de l'État fait construire une dizaine de data centers pour l'ensemble des ministères. Mais concernant le ministère de l'Enseignement supérieur, le choix a été fait d'avoir 3 grandes entités nationales, j'en parlerai peut-être un peu tout à l'heure, et une dizaine de data centers régionaux connectés les uns aux autres. Donc, l'UNIF a mis en place un data center mutualisé. Alors, il a une particularité par rapport aux autres, c'est qu'il est non seulement mutualisé au sein de l'ESR, mais il est mutualisé pour l'ensemble des acteurs publics de l'Île-de-France, avec les collectivités territoriales et les hôpitaux.
Donc, cet équipement est en place. C'est un data center Tier 3+, qui est habilité données de santé, qui a la certification de sécurité ISO 27001 et qui dispose aujourd'hui d'une capacité de 1000 baies informatiques. Voilà. Donc, cet équipement est en place, il est labellisé par le ministère et il est en fonctionnement. D'autres activités autour des équipements, c'est la mise en place. Donc, on a au sein de l'UNIF une compétence sur tout ce qui est salle innovante en termes de salle innovante, salle pour l'enseignement. Et on a obtenu de la région des financements pour construire des salles dans les établissements. Donc, l'année dernière, on a construit 2 salles dans 2 universités. Voilà. Et puis, on participe aussi avec le département du 77, toujours sur ces mêmes compétences, sur la mise en place de tiers-lieux au plus proche des usagers. Voilà. Et on apporte notre expérience dans ce domaine-là. Voilà pour la présentation de l'UNIF. Donc, pourquoi l'UNIF quel est le lien finalement entre l'UNIF et le projet de Covid-19 Muséum? Eh ben, alors je ne sais pas si ma présentation a pu le faire transparaître, mais finalement, à l'UNIF, on s'intéresse beaucoup aux défis techniques et ça nous semble être un défi technique important. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on sait? Alors, j'ai pris des exemples dans l'ESR, mais qu'est-ce qu'on sait faire? Bon, on sait facilement, on travaille depuis des années sur des moyens de calcul qui sont centralisés, mais peut-être avec des données réparties. Donc, j'ai mis le consortium GENSI, qui représente les 3 grands équipements nationaux de calcul scientifique, donc le CINES à Montpellier, l'IDRIS en Île-de-France, et puis le calculateur du CEA. Voilà. Donc, ça, c'est des équipements où il y a un grand nombre de calculs qui savent centraliser le calcul et qui sont capables de le faire sur des données qui sont réparties, voilà, qui ne sont pas forcément locales. On a travaillé aussi sur le calcul réparti sur l'inverse, c'est-à-dire qu'on a des données centralisées et puis on va par contre avoir des modes de calcul répartis. Alors j'ai mis, c'est certainement tout le monde le connaît, j'ai mis l'exemple, moi, qui me semble le plus ancien et le plus rigolo, donc c'est le CETI, qui est un laboratoire de recherche américain de la recherche de la vie extraterrestre, qui a mis à la fin des années 90, début 2000, à disposition de tout le monde un petit logiciel qui s'appelait SETI at Home, en fait, qui était un économiseur d'écran sur son ordinateur. Et en fait, pendant que l'ordinateur, en se disant, pendant que l'ordinateur a une économie d'écran, c'est qu'il ne fait rien. Et pendant cela, on peut donner du temps de calcul au SETI. Donc, en fait, le CETI cherchait dans les traces radio, enfin, dans un certain nombre de traces venues de l'espace, des bruits qui pourraient donner la preuve d'une vie extraterrestre. Et pour ça, ils avaient besoin d'énormément de calculs. Et le calcul, au lieu de l'avoir en centrale, ils l'ont décentralisé chez les gens. Voilà. Donc, sur quelque chose qui est plus de l'ordre aujourd'hui de ce qui se fait dans l'ESR, pour ceux qui connaissent, il y a France Gris. Donc, France Gris qui est l'équivalent de GENSI, mais sur du calcul réparti et qui, en fait, propose justement sur des données centralisées d'avoir une grille de calcul, des moyens de calcul répartis sur les différents organismes de recherche. Donc, tout ça, finalement, c'est quelque chose qui progresse, qui sont encore du défi technologique, mais qui existe. Par contre, aujourd'hui, avoir non seulement, comme c'est le projet de Covid-19, du calcul réparti sur des données réparties, ça, c'est vraiment, à mon sens, et je pense, voilà, c'est un sens partagé, quelque chose de beaucoup plus novateur et qui se fait et qui sera qui ne se fait pas vraiment beaucoup, mais qui sera beaucoup à l'avenir. Alors, pourquoi beaucoup à l'avenir? J'ai pris 2 exemples. Alors, je vais peut-être commencer par le dernier. La route automatique, il y a beaucoup de gens, j'ai entendu qu'il y avait quelqu'un qui était à l'INRIA avant. Moi aussi, je suis passé un petit peu par l'INRIA. Donc, sur la route automatique, aujourd'hui, il y a les voitures qui vont se déplacer, peut-être qu'on connaîtra ça un jour toutes seules. Il y a, pour ceux qui connaissent un peu le sujet, il y a 2 techniques. Une technique qui est plutôt européenne et américaine, la technique qui est plutôt orientée en Asie par les Chinois. Mais en tout cas, ce qui se passe, c'est que les véhicules ont des moyens de calcul
et ils discutent avec d'autres véhicules et partagent leurs données chaque véhicule va calculer peut-être pour un autre, avec ses propres données, une information pour le véhicule, pour un autre véhicule. Alors, je prends un exemple. Ça, c'est, je crois, développé par les constructeurs européens. Si on suit un véhicule, peut-être que l'information qui nous intéresse en termes de vision, elle est devant le véhicule qui nous devance. Donc, les véhicules vont être capables de discuter avec des véhicules de devant, donc, pour demander un calcul de trajectoire ou de choses qui se passent devant au véhicule de devant. Voilà. Et ça, on est bien sur des sujets de même type où le calcul et les données sont répartis partout. Alors, les Européens et les Américains font plutôt ça de véhicule à véhicule. Les Asiatiques et les Chinois font ça plutôt sur des équipements qui sont en bord de route, c'est encore plus compliqué. Et donc, chaque équipement qui sont en bord de route discute avec l'ensemble des véhicules et calcule les situations en fonction que demande chacun des véhicules. Voilà. Bon, alors, les calculs de météo avaient, à ma connaissance, c'est cyclique, ils essayent et reviennent en arrière de temps en temps, mais les calculs de météo, on peut imaginer aussi la même chose, c'est que finalement, une météo, elle peut être calculée avec des données qui sont collectées quelque part et puis des calculs qui sont aussi pas forcément au même endroit, alors pas forcément à l'endroit où les données sont collectées et réparties en termes de maillage. Voilà, donc pour un grand défi technique. Autre intérêt pour l'UNIF, c'est que cette structure, elle cherche aussi l'innovation. Et le projet Covid-19 nous semble quelque chose d'assez novateur, très novateur en ce qui concerne les usages. Ça fait maintenant nous, ce qu'on observe, c'est que les usages numériques évoluent vers la personnalisation de ces usages. Et l'objet d'avoir finalement une collection qu'on puisse voir avec un prisme, le prisme de chacun, ça va dans cette idée, c'est-à-dire de la construction, finalement, de la construction chacun de sa vision du musée. Donc ça, c'est quelque chose non seulement qui nous semble innovant, et une forte demande actuelle. C'est aussi, Covid-19, un grand équipement pour l'enseignement, la recherche, et qui lui-même peut faire l'objet de recherche. Voilà. Donc ça correspond aussi aux missions de l'enseignement supérieur et aux souhaits de l'UNIF. Et puis, c'est un projet de mutualisation à grande échelle. Et ce que j'ai dit, l'UNIF, c'est quelque chose qui porte la mutualisation. Donc, forcément, on est intéressé par la mutualisation. Alors, qu'est-ce que peut apporter l'UNIF? D'ailleurs, il manque un dit. C'est ses propres moyens et puis l'expérience de ses personnels. Voilà, j'en ai fini. Si vous avez des questions. J'arrive. Merci pour ce timing qui était extrêmement bien respecté. Juliette, une question. Oui, du point de vue de la question scientifique uniquement, Dominique, comment se prennent les décisions de gouvernance, de soutenir tel et tel projet, de repérer telle et telle solution scientifique, etc. Est-ce qu'il y a l'équivalent d'un conseil scientifique à l'UNIF? Alors oui, tout à fait, Juliette, il y a trois, je n'ai pas fait la présentation de la gouvernance de l'UNIF, mais la gouvernance de l'UNIF, elle a trois instances. Une assemblée générale, voilà, comme partout, un conseil de gestion qui s'occupe plutôt du suivi des projets au quotidien, et un conseil stratégique donc, qui est effectivement en charge des aspects prospectifs, scientifiques, etc. Christophe? Oui, bonjour à tous. Une remarque, puisque Dominique, merci pour ton exposé. Tu as mentionné il faut que tu parles plus fort. Et en fait, tu as aussi aujourd'hui Gilles Fédac, qui a été, lui, la personne qui a développé la version, j'allais dire, un peu française, mais améliorée en fait de SETI-Atome, il y a une vingtaine d'années, c'est un projet qui s'est appelé Extreme Web, qui était moins monolithique en fait que Boeing. Comme tu l'as mentionné, Boeing, c'était une application et seulement une qui pouvait tourner. Et
et Gilles a un peu étendu tout ça il y a 20 ans. Donc c'est assez… j'imagine que vous n'êtes pas concerté pour parler de ce genre de projet, et donc c'est assez remarquable de raconter cette histoire. Tu as entendu, Dominique? Pas trop, parce que c'est assez loin. Je t'entends bien. J'ai un seul micro, donc maintenant je le fais bouger, Christophe. Je me déplace là. Je faisais juste remarquer qu'il y a 20 ans, en fait, Gilles Fedak, qui est aussi présent aujourd'hui, en fait, a développé la version, on va dire, française de SETI Atom, en fait, oui. Dans un projet qui s'appelait Extreme Web, en fait. Donc, une version un peu plus généraliste que Extreme Web. Donc, c'est assez curieux qu'aujourd'hui, finalement, ce type de projet aussi résonne. Et lui, dans son cas, Gilles, finalement, il a migré sur la blockchain, à partir des mêmes idées de calcul distribué. Oui, mais ça fait des petits, j'en ai trouvé d'autres, mais j'ai mis SETI parce que c'était le pionnier. Oui, c'est la success story. Après, nous, on est en France, donc voilà. voilà, toute la différence est là. Sur les moyens aussi, je pense qu'il y a de calculs dont on a besoin et qui pourraient être utiles pour la recherche. Pardon. C'est tout ce qui est généré par les capteurs des uns et des autres, les capteurs qu'on peut avoir sur les mobiles ou qui sont des capteurs de présence, de luminosité à droite à gauche, qui sont produits au sein de nos établissements et qui pourraient être aussi stockés finalement dans le data center aussi. Donc peut-être qu'il y a des initiatives aussi à lancer en termes de ce qu'on appelle edge computing pour apprendre aussi sur toutes les données qui sont produites par les uns et les autres, simplement pour des raisons de mobilité des uns et des autres ou pour d'autres raisons plus glorieuses. Voilà, donc c'était plus une remarque plutôt qu'une question. Y a-t-il des questions dans la salle? Notre salle est très calme aujourd'hui. Je suis arrivé à endormir tout le monde. Non, c'est que tout est très clair surtout. Juliette, une autre question. Très technique. Moi, j'ai une question, Dominique, c'est est-ce que les gens connaissent l'UNIF et quelle est la politique de l'UNIF en termes de communication? Est-ce que ça doit rester quelque chose de très expert, de très spécialisé, ou est-ce qu'au contraire, tu souhaites mener une politique de plus grande visibilité? Tu as entendu, Dominique, ou pas? Alors, j'ai entendu le début sur est-ce que les gens connaissent l'UNIF, donc ça, c'est pas à moi de répondre. La question est est-ce que les gens connaissent l'UNIF et en termes de visibilité, quelles sont vos politiques pour rendre l'UNIF plus visible? C'est ça? Si c'est souhaité. Si c'est souhaité. Alors oui, bien sûr, c'est souhaité. En revanche, j'en suis le directeur depuis 2 ans maintenant. Voilà, donc, on fonctionne avec les moyens des établissements. Donc, jusqu'à présent, on n'a peut-être pas mis assez d'efforts sur la communication et plus sur les réalisations. Voilà. Je demandais ça dans le sens de la collaboration avec le muséum. C'est-à-dire que je voyais une interaction possible. Juliette dit en termes d'interaction avec le muséum et avec l'idée justement de favoriser une visibilité des deux parties, quoi. Oui, bien sûr. Voilà. Enfin, souvent, on a vocation à aider les initiatives du type muséum. Voilà, on n'est pas forcément à se mettre devant. Mais après, il y a un intérêt à se mettre devant. D'accord. J'ai juste une question concernant… est-ce que vous avez constaté un changement comportemental, je veux dire au niveau institutionnel et peut-être aussi de recherche, donc des intéressés par rapport à l'université depuis l'avènement du Covid et qui a plutôt obligé des gens à se tourner vers le numérique? Oui, effectivement. Alors, avec les populations qu'on connaissait avant, c'est-à-dire qu'il y a les gens qui étaient déjà très, très avertis et très partants. Donc, cela, finalement,
ont pu complètement s'épanouir avec ces outils-là. Il y a des gens qui étaient assez réfractaires avant et qui ont effectivement beaucoup de mal aujourd'hui avec ces outils dont on dépend. Hein. On est tous en visio, on ne l'aurait pas été il y a encore 1 an et demi. Voilà. Et puis, il y a les gens un petit peu au milieu qui découvrent et qui ont découvert plutôt d'une manière, alors peut-être avec un peu d'effort et de difficulté au départ, mais d'une manière assez satisfaisante. Et justement, on réfléchit alors je ne sais pas s'il y aura un après-Covid, mais en tout cas, un après-crise dure. Voilà, et probablement, au niveau du numérique et des apports du numérique, l'après ne sera pas comme avant. Voilà, c'est très clair. Alors, est-ce qu'il sera aussi extrême que les périodes qu'on connaît en ce moment? Ça, c'est difficile de répondre, mais probablement, on a des changements de comportement par rapport au numérique, ils sont faits et on est sûr qu'ils vont perdurer. Voilà. Après, la hauteur. Est-ce qu'il y a des homologues de l'UNIF dans d'autres régions françaises et au niveau européen avec lesquels vous seriez éventuellement en contact? Alors, au niveau des autres régions françaises, comme je l'ai dit au début de la présentation, il n'y a plus du tout d'équivalent d'UNIF, mais c'est devenu, parce qu'en fait, en Île-de-France, on a la particularité d'avoir 8 communautés d'universités, donc il n'y en a pas une qui pouvait prendre ce sujet pour les autres. Voilà. Alors que dans les autres régions, il y a souvent une communauté d'université ou deux. Voilà. Et c'est en train de se réduire. Voilà. Donc, dans les autres régions, c'est des communautés d'université qui jouent le même rôle que l'UNIF. En ce qui concerne les autres pays, c'est très variable, mais effectivement, en Europe, il y a dans certains pays, alors que ce soit au niveau régional ou au niveau national, il y a des équivalents de l'UNIF qui sont regroupés dans une association qui s'appelle EUNIS et pour lequel on participe aussi un peu comme l'association américaine. Voilà. Bien, je voudrais dire, par rapport à la remarque de Jacques sur le fait que c'est très technique aujourd'hui, effectivement, c'est très technique, mais on est dans un séminaire pluridisciplinaire. C'est vrai qu'on a démarré par tous les aspects sciences humaines, médecine, chimie, biologie, qui étaient d'une certaine manière assez ouverts à tout le monde, surtout depuis 1 an où on entend parler de ça au quotidien. Mais la réalisation d'un projet comme le Covid-19 Muséum impose de se poser des questions techniques qui dépassent très souvent la réflexion d'une personne ou 2 personnes, et avoir, si vous voulez, des gens comme l'UNIF, des gens comme Gilles avec IEXEC ou Christophe Serrin qui viennent nous éclairer sur ces aspects un peu difficiles, c'est clair, est vraiment important parce qu'on est obligé de mettre les mains dans le cambouis quand on veut attaquer des projets comme ça. Oui, Juliette. Je viens des sciences humaines et même de pire que les sciences humaines puisque je viens de la littérature, donc je pense n'avoir compris qu'une partie du propos. En revanche, ce qui ne m'a pas échappé, et j'en suis sûre n'a pas échappé à Jacques, qu'on commence à connaître depuis ses interventions, c'est les questions philosophiques et éthiques profondes que posent les 3 interventions. Et les 3 intervenants les ont indiquées tout de même. Hein. Donc, je dirais que chacun peut s'approprier non pas la technicité, mais l'éthique de la technicité. Et il est indispensable du coup que nous qui ne comprenons pas, nous fassions l'effort de comprendre juste assez pour comprendre les problèmes qui se posent. Non, merci Yves. C'était donc l'aspect technique, ça veut dire, c'était très intéressant aujourd'hui, je dois l'avouer, avec le cloud et autres, on entend parler et autres. Et c'est ça qui va nous suivre dans le futur, hein. Ça c'est très clair. Donc c'était une très bonne initiative. Mais comme on dit, les novices, ils ont besoin de mâcher et de comprendre. Donc, il faut entendre plusieurs fois le même discours pour arriver à le comprendre. Hein. Mais si vous voulez, donc,
On a parlé des données, on a parlé du partage de données la dernière fois. Là, on parle des aspects techniques du partage des données. Et puis, la prochaine fois, on va essayer de parler de l'aspect utilisation de ces données partagées. Donc, ça vous permettra d'avoir, d'une certaine manière, une vision un peu globale sur comment on construit un tel objet, comment on peut réaliser un tel objet, et puis comment on peut utiliser un tel objet. Donc, et naturellement, tous les aspects éthiques, comme dit Juliette. Bon, pour une fois, on est à l'heure, c'est pas mal, donc on peut même prendre une dernière ou deux dernières questions. Non, on n'a pas le droit de prendre de verre encore, le verre, ce sera le 19, pas avant le 19. Bon. Par contre, le 19, vous êtes tous invités à venir à l'université, on pourra prendre vraiment un verre. Y a-t-il d'autres questions dans la salle? Bon, alors, écoutez, on va clore cette session maintenant. Je remercie encore une fois Dominique, je remercie encore une fois Gilles. C'est son anniversaire à Dominique aujourd'hui. Ah, et c'est l'anniversaire de Dominique, donc happy birthday! Bon anniversaire, Dominique. Merci à Bon tous. anniversaire. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Bon, allez, bonne journée à tous, au revoir. Bonne journée, merci. Merci, au revoir. Bonne Au journée. revoir. Bonne journée.